En 2009 déjà, l'Agence française de sécurité sanitaire pointait les dangers induits par une consommation quotidienne de viande rouge et de charcuterie. Mais c'est surtout en 2015, dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé et du Centre international de recherche sur le cancer, que le rôle joué par ces aliments dans le déclenchement de cancer a été mis en évidence. Ainsi, on y apprend que la viande transformée, la charcuterie pour l'essentiel, est cancérogène pour l'homme, tandis que la viande rouge et le porc sont probablement cancérogènes. Parmi les cancers le plus souvent associés à la viande figurent le cancer colorectal et, dans une moindre mesure, les cancers de la prostate et du pancréas, selon les auteurs de l'étude. D'autres estiment enfin que la surconsommation de viande favorise les maladies cardiovasculaires ou le diabète. Résultat, l'OMS recommande d'en manger 500 grammes par semaine au maximum, toutes les viandes de boucherie, bœuf, veau, porc, agneau, mouton et chèvre, réparties en 2 ou 3 portions. Mais peut-on dire que la viande est mauvaise pour la santé? Je vais commencer par vous demander à vous, Monsieur Pecker, est-ce que la viande est réellement mauvaise pour la santé? Nous, on considère que la viande fait partie de l'équilibre alimentaire des Français, de l'être humain en général, et que la consommation de viande, comme la consommation de n'importe quel produit, doit se faire de manière raisonnable. Vous l'avez dit dans votre introduction, il y a un certain nombre de recommandations, notamment de l'OMS, qui disent qu'il ne faut pas consommer plus de 500 grammes de viande par jour, là où en France, la consommation moyenne d'un Français, c'est 320 grammes. Donc oui, il ne faut pas consommer trop de viande, mais ne faisons pas non plus croire que les Français en consomment trop. En moyenne, on est assez nettement en deçà de cette recommandation de l'OMS. Il doit y avoir un travail, et on le mène à travers un certain nombre d'institutions, sur les trop gros consommateurs de viande. Notre vision des choses, c'est qu'il faut aussi avoir un travail sur les trop faibles consommateurs de viande, parce que la trop faible consommation de viande peut entraîner des carences. Comme je le disais préalablement, ce qui compte pour nous, c'est l'équilibre général, et on voit d'ailleurs que sur, y compris les impacts sur la santé, c'est non pas la consommation d'un produit qui est forcément la plus incidente, mais la consommation globale de la diète, et que les effets d'un produit peuvent être compensés par ceux d'un autre, etc. Donc on est vraiment sur un équilibre alimentaire global, et effectivement, il faut avoir une consommation de viande raisonnable. C'est aujourd'hui le cas des Français. Très bien, merci. Monsieur, docteur, plutôt, quel est votre point de vue? Du coup, est-ce que la viande est mauvaise pour la santé? Mais au-delà de ça, comme l'a dit M. Pecker, est-ce que c'est qu'une question d'équilibre? Et finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin toujours d'avoir un peu de viande dans sa consommation? Alors, tout est relatif. Alors, si vous voulez, la viande, à mon sens, en tant que scientifique spécialisé dans ces questions depuis plusieurs années, la viande, c'est pas un produit super toxique. C'est pas comme le tabac qui va multiplier par 50 les risques de cancer du poumon. Mais même si c'est pas un produit super toxique, il est difficile de le défendre comme un produit bon pour la santé. Alors, c'est vrai que tout est question d'équilibre, mais justement, ce rapport de l'OMS de 2015 dit qu'à chaque fois qu'on consomme 100 grammes de viande non transformée par jour, on augmente ses risques de cancer colorectal de 20%, et à chaque fois qu'on mange 50 grammes de charcuterie par jour, là aussi, on augmente son risque de cancer colorectal de 20%. Alors, il y a aussi un effet, effectivement, en termes d'augmentation du diabète de type 2. Je dirais même que là, l'un des effets les plus toxiques de la viande rouge, c'est vraiment sur le diabète de type 2, ainsi que sur l'augmentation du risque cardiovasculaire. Alors, je rejoins mon collègue lorsqu'il dit qu'effectivement, c'est qu'une question d'équilibre, et puis c'est pas le seul paramètre. Évidemment, la bonne santé, c'est lié aussi à l'activité physique, au fait que vous buviez de l'alcool ou pas, au fait que vous fumiez ou pas. Ça dépend de ce que vous mangez à côté. Mais si, en tant que scientifique, j'étais embauché demain par Interbev et qu'il fallait que je défende la viande avec des arguments scientifiques, ce serait compliqué. Alors pourquoi ce serait compliqué? Parce qu'en médecine, on essaie d'isoler des groupes alimentaires par rapport à des effets pour la santé. On sait par exemple que la consommation d'oléagineux, tout ce qui est noix, noisettes, amandes, cacahuètes, ça fait baisser la mortalité cardiaque. Les études en nutrition, c'est vraiment des études difficiles parce que c'est très difficile d'établir un lien de causalité entre ce qu'on mange et un effet biologique. Mais on y arrive, on a quand même des méthodes. Et c'est vrai que dans toutes les études qu'on a depuis maintenant 20 ans, 30 ans, la viande rouge a plutôt tendance à avoir un effet négatif. Alors, ce n'est pas forcément un effet négatif énorme, mais ça reste quand même un effet négatif. Ensuite, je voudrais répondre à la question de est-ce qu'il y a vraiment une quantité minimale de viande à consommer? Alors, on a la réponse
avec les personnes qui ne mangent pas du tout de viande. Donc là, c'est un sujet qui a vraiment maintenant été bien démontré depuis 20 ans. On a suivi des populations pendant de nombreuses années qui mangeaient zéro viande, et qu'on sait que c'est un choix facultatif. Alors, il faut respecter le choix de chacun. C'est pas parce que quelque chose n'est pas très bon pour la santé qu'on ne le fait pas. Tous les fumeurs savent que fumer n'est pas très bon pour la santé, pourtant il y a toujours beaucoup de fumeurs. Donc, voilà, on sait que c'est pas l'aliment idéal, c'est pas en mangeant même un peu de viande que vous allez augmenter votre espérance de vie. Mais il y a d'autres paramètres, le plaisir de manger, la culture alimentaire, nationale, familiale, etc. Donc, pour être amené à manger de la viande pour toutes ces raisons. Mais même de petites quantités de viande n'ont pas du tout la prétention d'avoir un intérêt pour la santé majeure. Alors, on le sait en suivant des populations sur le long cours. Si on prend les études les plus pessimistes, si on compare nos consommateurs de viande avec consommateurs de viande et qu'on prend les études les plus défavorables à l'arrêt de la consommation de la viande, ça fait jeu égal. En fait, qu'on mange de la viande ou pas, c'est à peu près pareil. D'autres études montrent qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie et une diminution des risques de diabète de type 2, de cancer colorectal, mais aussi une baisse des maladies cardiovasculaires en arrêtant carrément la viande. Donc, il faut voir la viande comme un choix facultatif. On peut manger de la viande si on le souhaite, mais ce n'est pas du tout non plus une obligation biologique. Très bien. Monsieur Pecker, vous pensez aussi que la viande est un choix facultatif finalement, ou est-ce que la viande est nécessaire pour aussi un bon développement de la santé? Je pense notamment au développement des enfants. Je n'adhère pas au terme de choix facultatif, tout simplement parce qu'on voit que, y compris dans les populations qui font le choix de ne pas du tout consommer de viande, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent faire l'objet d'une complémentation. Alors, on parle, et c'est aussi beaucoup dans les médias, de la vitamine B12. Certes, et c'est tout à fait respectable, on peut se passer de viande. On voit qu'un certain nombre de populations y arrivent, et on ne peut pas prétendre le contraire. Maintenant, on voit que se passer de viande nécessite de veiller encore de manière plus fine à son équilibre nutritionnel et nécessite aussi de se complémenter. Je le parlais, il n'y a à peu près que les produits animaux qui apportent la vitamine B12. Alors certes, il n'y a pas que la viande comme produit animal, on peut aussi parler du lait ou des produits laitiers, mais il y a un certain nombre d'éléments dans la viande qui paraissent nécessaires, pour lesquels il peut y avoir une complémentation, mais dans une alimentation naturelle, c'est-à-dire qui ne soit pas basée sur des compléments alimentaires, la viande a tout son intérêt. Et on a vu notamment certains dégâts des régimes véganes. Alors le régime vegan est encore plus extrême parce qu'il exclut tout produit animaux, y compris produits laitiers. On sait que c'est quelque chose qui peut être difficile, y compris pour les enfants, notamment sur certains micronutriments dont je viens de parler. Donc, il faut effectivement faire un équilibre entre en consommer trop, et là pour le coup personne ne défendra le fait qu'il faille en consommer de trop, et le fait de ne pas en consommer du tout. Oui, c'est possible, mais ça nécessite quand même une attention très particulière à son équilibre alimentaire, et ça nécessite de se complémenter. Toutes les sociétés véganes, toutes les sociétés végétariennes le disent, et pour les gens qui font ce choix-là, qui est tout à fait respectable, il faut prêter quand même une attention très particulière. Et j'ajouterais qu'un certain nombre de populations sont quand même des populations particulièrement risquées. On sait qu'il y a des populations qui ont des besoins en fer un peu plus importants. On peut parler des femmes enceintes par exemple. Et que sur ces populations-là, le fer de la viande qui est très facilement assimilable, plus facilement assimilable que les fers qui peuvent être fournis par certains produits végétaux, permet aussi un équilibre dans la diète. Docteur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Du coup, est-ce que les carences, effectivement, notamment en B12, en zinc, en fer, comme le rappelle M. Pecker, sont difficilement compensables sans viande? Oui, alors c'est un sujet complexe. J'aimerais revenir à une vieille étude française qui a été publiée en 2003, dont on a beaucoup entendu parler à l'époque et on n'en parle plus. C'est l'étude de Suvimax du professeur Serge Herzberg, le père du programme national nutrition santé. En fait, le professeur Serge Herzberg, à l'époque, en 2003, il avait fait une découverte majeure, c'est qu'en fait, toute la population est carencée. En fait, on a un gros problème alimentaire, que ce soit dans le domaine animal ou même végétal. Il y a une dégradation de la qualité de l'alimentation avec le temps. Et même dans tous les règnes, animaux et végétaux, il y a une tendance à la raréfaction des micronutriments. Donc, quelles que soient les vitamines et les minéraux, que ce soit le fer, le zinc, le calcium, les vitamines B1, B6, B9, etc., eh bien, les Français ont tendance à être carencés. Et il avait proposé un supplément. Et ce supplément, qui était fait, si ma mémoire est bonne, à base de sélénium, de zinc, de bêta-carotène, de vitamine C, je crois,
faisait baisser de 30% les risques de cancer uniquement chez les hommes, pas chez les femmes. Ça a vraiment démontré de manière éclatante que la question des carences, c'est pas une question qui est l'apanage des végétariens et des végétaliens. Ça concerne tout le monde. Par contre, ce qui est vrai, là où je rejoins mon collègue, c'est qu'il y a des points faibles dans chaque alimentation. Donc, c'est vrai que les alimentations végétariennes ou végétaliennes ont des points faibles. Il y a des nutriments qui vont être plus difficiles à trouver, comme la vitamine B12, comme le zinc, le calcium éventuellement chez les véganes. Mais il va aussi y avoir des nutriments plus faciles à trouver, la vitamine C, la vitamine B9, le magnésium, les fibres alimentaires. Ces 4 nutriments, ce sont des nutriments qui ont tendance à manquer dans la population générale et qu'on va trouver plus facilement dans une alimentation de type végétarienne ou végane. Alors c'est vrai que si on est complètement végane, on a besoin d'une supplémentation en vitamine B12. Si on est simplement végétarien, il n'y a besoin d'aucune supplémentation, même si là aussi certains micronutriments peuvent être plus difficiles à trouver, même si, à mon avis, une supplémentation peut être utile dans la population générale, comme l'a démontré le professeur Serge Herberg. Mais j'aimerais mettre l'accent sur le côté naturel ou non naturel de l'alimentation. Ça fait belle lurette que l'alimentation n'est plus naturelle, à part être chasseur-cueilleur. À part les chasseurs-cueilleurs, il n'y a rien de naturel dans l'agriculture. Il faut utiliser des tonnes de pesticides, insecticides, herbicides, engrais. Il faut savoir, par exemple, que le plus gros consommateur de vitamine B12, c'est justement l'élevage. L'écrasante majorité, au moins même plus de 90% de toute la production, de vitamine B12 dans le monde, c'est à destination de l'élevage. Alors pourquoi? Alors, mon collègue probablement le confirmera, mais on utilise la vitamine B12 dans les élevages comme facteur de croissance, ou simplement du cobalt. Le cobalt qui sert à fabriquer la vitamine B12 par les bactéries. Donc ça fait belle lurette qu'il est devenu quasiment impossible de manger de façon naturelle. Et si on devait mettre sur le tapis, si on devait mettre sur la table, voilà, là je suis végétarien, je suis végane, je suis un flexitarien et je suis un gros consommateur de viande. Si on devait mettre sur la table tous les produits chimiques, artificiels, tous les suppléments vitaminiques, minéraux qui sont utilisés dans l'une ou l'autre filière, on s'apercevrait qu'en fait les végétariens ou les végétaliens utilisent beaucoup moins d'artifices que l'alimentation plus classique. Oui, je vous en prie, allez-y. On voit dans cet argumentaire tout le biais d'un certain nombre de nos contradicteurs. C'est-à-dire que très vite, on passe dans le débat concernant la viande, non plus sur des débats nationaux sur la manière dont on produit la viande en France, mais sur des débats d'ordre mondial. Quand on parle d'impact sur l'environnement, on nous sert les feedlots en Amérique du Sud. Quand on parle de nutrition ou de complémentation, on nous sert les activateurs de croissance. C'est pas la manière dont on produit en France. En France, les 90% des élevages bovins fonctionnent sur la base de fourrages qui sont produits directement sur la ferme. Alors, il peut y avoir des apports en cobalt, il peut y avoir des apports en vitamine B12, mais qui n'interviennent pas du tout de manière générale, qui interviennent en soins ou en complémentation des animaux qui en ont besoin. Ce n'est pas du tout une pratique généralisée en France. Donc, attention, quand on parle de tous ces sujets-là, à ne pas confondre une pratique d'ordre mondial, dont on peut discuter, mais aujourd'hui, la viande qu'on consomme en France, elle est avant tout produite dans des fermes françaises, dans des fermes dont les pratiques sont, à mon avis, très proches de systèmes d'élevage particulièrement vertueux. Et c'est vrai que la complémentation n'est absolument pas systématique en France. La meilleure preuve en est, c'est que dans la diète des ruminants, c'est l'herbe et les fourrages qui intervient pour la plus grande part, le reste étant une complémentation azotée. Donc attention sur ces débats-là, à ne pas partir sur des principes généraux et des principes mondiaux qui ne s'appliquent pas forcément à la production d'animaux et de viande en France. Le système de production français est, à mon avis, particulièrement vertueux par rapport à ce qu'on peut avoir dans le reste du monde. Je le disais, il n'y a pas de feedlots en France. Il n'y a pas de compléments avec des activateurs de croissance. Ne confondons pas ce qu'on peut voir dans le monde et ce qu'on peut voir en France. La viande consommée par les Français, elle est avant tout d'origine française. À titre personnel, moi, ça ne me plaît pas forcément. Mais c'est comme ça, on est dans un marché mondialisé. Malheureusement, une grande partie de la nourriture qu'on consomme, que ce soit dans le règne animal ou végétal, bon, elle est importée, c'est comme ça. Donc, lorsqu'on mange de la viande, alors certes, elle peut être parfois d'origine française, je m'en réjouis, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, ce phénomène,
subis de pleine face. Et malheureusement, j'aimerais que mon collègue ait raison, mais même en France, je persiste et signe, les suppléments sont utilisés massivement. Alors peut-être un peu moins dans la filière bovine, c'est vrai que la filière bovine, c'est une des filières où il y a encore une partie, pas tous malheureusement, il y a aussi la ferme des 1000 vaches, il y a encore une partie des animaux qui sont à l'extérieur et qui mangent de l'herbe, du fourrage, etc. Mais si on regarde par exemple la filière porc, c'est essentiellement de l'élevage industriel. La filière volaille, c'est essentiellement de l'élevage industriel, etc. Les lapins, c'est pareil, 90% des lapins, ça se passe à l'intérieur en élevage en batterie. Donc malheureusement, les artifices, les technologies, les produits chimiques, les antibiotiques, ça, ce sont des pratiques qui sont, hélas, très courantes, que ce soit à l'étranger, mais également, malheureusement, aussi en France. Si on prend le cas des antibiotiques, y compris dans la filière porcine, il y a eu une diminution drastique sur les 5 dernières années de l'utilisation des antibiotiques dans la filière porcine, tout simplement parce que c'est quelque chose qui coûte aux producteurs et que du coup, ils ont intérêt à en utiliser moins et en utiliser de manière raisonnable. Et les filières sont tout à fait capables de réduire leur consommation d'antibiotiques. Elles le démontrent tous les jours et sur la consommation d'antibiotiques, c'est absolument flagrant. Là encore, attention à ne pas généraliser des constats qu'on peut faire au niveau mondial. Quand on achète notre viande, que ce soit en GMS, en boucherie artisanale, à 90 ou 95%, si je mets à part la viande de volaille, c'est de la viande qui est produite en France. Quand on va au restaurant, c'est un peu plus de 50%. Donc oui, je persiste. La viande qu'on consomme en France, elle a la particularité d'être très majoritairement produite en France. Il y a 2 espèces qui font exception. C'est l'agneau, où nous ne sommes pas autosubsistants et où on importe de pays anglo-saxons, et pour une plus grande partie de la volaille. Pour les autres espèces, on est très largement autosuffisant, on est même exportateur vers d'autres pays. Écoutez, je vous remercie. Je vous propose qu'on passe à la question suivante.